Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1 ce soir dans l'actualité. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, 4 jours déjà que les candidats dans les starting blocks s'activent auprès de leurs militants et sympathisants. L'objectif principal est de se faire élire pour la première fois, pour certains quand d'autres visent la continuité pour mener à bien leurs différents projets de développement. La Côte d'Ivoire a démarré ce lundi l'exploitation d'un important gisement de pétrole brut et de gaz naturel au large d'Assini. Le pays espère à travers cette exploitation d'hydrocarbures renforcer sa production d'électricité. Les ressources de ce gisement dénommé Baleine sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel. Et puis cette victoire précieuse des éléphants à la Coupe du Monde en 2023. Les basketteurs ivoiriens se sont imposés in extremis à 2 secondes de la fin du match, 71-69 face à l'Iran. C'était ce lundi à l'occasion de la deuxième journée du groupe G pour une compétition qui se joue au Japon, aux Philippines et en Indonésie. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais il y a quelques instants, après leur lourde défaite face aux Espagnols, les éléphants de Côte d'Ivoire ont relevé la tête ce lundi face à l'Iran. Une mission accomplie avec brio, mais sans difficulté. En effet, menés à 2 secondes de la fin, les pachydermes ont eu du cran en renversant l'adversaire iranien. Une victoire précieuse qui leur permet d'espérer la qualification pour le prochain tour. Le prochain match des pachydermes sera face au Brésil et ça sera mercredi prochain. Je vous le disais il y a quelques instants également, le directeur général des hydrocarbures était il y a quelques heures l'invité de la rédaction de RTI 1, journal de 20h avec Fatou Fofana. Bienvenue Kwame Essé a annoncé l'entrée en production du gisement Baleine au large d'Assini, une découverte qui confère à la Côte d'Ivoire une certaine autonomie énergétique. On regarde un extrait de son intervention. Le processus de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire se poursuit au grand bonheur des transporteurs. De nouveaux cars de transport de personnes, des camions bennes pour le gravier et le sable, des voitures de transport de marchandises sont mis à la disposition des transporteurs de la région de Gbeke. À cette cérémonie de présentation des véhicules, les acteurs régionaux du transport ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui permet aux transporteurs d'avoir des véhicules neufs. Le responsable du Haut Conseil des transports s'est réjoui de la régularité du remboursement de la part des transporteurs de Bouaké. On a eu 100 quelques véhicules au niveau du renouvellement des parcs automobiles. Mais Dieu merci, j'ai petit chapeau aux transporteurs de Bouaké, on a pu rembourser l'argent. On nous a envoyé 30 taxis. Dieu merci, aujourd'hui encore de 30 taxis, on est beaucoup avancé. Je pense qu'on a 95% des remboursements. On vient de nous envoyer 50 aussi. On a fait le point. Ils ont regardé. Ça fait, je crois, qu'un mois, 15 jours. On est beaucoup avancé de là aussi. Le promoteur de ces nouveaux véhicules rassure les transporteurs de la qualité des engins. Trouver des solutions pour que les transporteurs puissent acquérir des cars, des camions à moindre coût. Conseiller la famille des transporteurs de s'éloigner de tout ce qui est occasion pour acheter du neuf. Et c'est dans cette optique-là que nous offrons toute une large gamme de camions et de cars pour répondre aux attentes des transporteurs. Depuis 3 ans, les transporteurs de la région de Gbeke bénéficient de nouvelles voitures pour la relance de leurs activités. Ce sont des taxis communaux, des cars et des camions bennes. Vous venez plutôt de voir un reportage sur la région de Gbeke où de nouveaux véhicules de transport de biens et de personnes ont été mis à la disposition des populations, des acquisitions qui contribuent au renouvellement du parc automobile national. Et le responsable local du Haut Conseil du patronat du transport a bien entendu salué l'initiative. À Béoumi, la FENACSI, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, sensibilise ses adhérents. Elle appelle les commerçants à s'acquitter des taxes communales et des impôts. C'était au cours d'une rencontre baptisée la journée du contribuable. On retrouve encore une fois ce Corona. Les commerçants de la commune de Béoumi veulent être des meilleurs élèves en matière de paiement des impôts et des taxes. Pour une meilleure sensibilisation des acteurs du commerce à s'acquitter de ses droits, une journée des contribuables est initiée. À travers cette tribune, la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, section Béoumi, explique aux commerçants
l'importance de payer les impôts. Communier ensemble à travers cette fête en vue de sensibiliser tous les contribuables de Béoumi à promouvoir un environnement social apaisé, à briser les barrières de méfiance, à se pardonner les uns les autres et à préserver le vivre ensemble, quelles que soient nos divergences, pour un Béoumi économiquement fort et attractif. Félix Idoyou, opérateur économique, parrain de cette journée des contribuables, invite les commerçants à cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale dans le marché. Pour que Béoumi devienne forte économiquement et puisse attirer d'autres investisseurs pour le bonheur de toute la population de Béoumi, il nous faut réellement cultiver un climat de paix, gage de tout développement. Le sous-préfet de Béoumi engage les commerçants à être exemplaires en s'acquittant quotidiennement des taxes communales et mensuellement des impôts pour un essor harmonieux de la cité des Codets. La journée des contribuables de la commune de Béoumi est à sa première édition. Cette sensibilisation a eu pour thème la cohésion sociale et le vivre ensemble autour de l'économie. L'élément principal des armoiries de la Côte d'Ivoire demeure l'éléphant d'Afrique des savanes. Jeudi dernier, un jeune pachyderme a été aperçu dans plusieurs villages de la région du Go. Il a visité les sous-préfectures de Bayota, de Tonla et de Ouragayo. L'une de nos équipes de reportage est allée sur les traces de l'animal qui a démontré par la même occasion beaucoup de sympathie aux populations riveraines. Le reportage d'Ogadogui dans un commentaire d'Angela Diallo. À Zadi, village ban de la sous-préfecture de Tonla, dans le département d'Oumé, les populations se souviennent encore du passage de l'animal le dimanche 20 août dernier. 2 habitants nous racontent la scène dans ce village, tout en assurant que le dernier passage d'un éléphant dans les environs de Zadi remonte à 1945. L'éléphant est parti d'un village évité pour arriver parce qu'il ne passait pas en brousse, il ne prenait que la grande voie. On a été informé qu'un éléphant arrivait, on ne s'attendait pas à son arrivée dans le village. Le carrefour qui est derrière moi, là où je suis arrêté, là, juste là, c'est là où l'éléphant est arrivé. Les gens ont fait une déviation avec les feuilles de tarot. Il n'était pas aussi violent que ce soit, seulement qu'il a soulevé un jeune qui s'amusait avec sa trompe. Il a emballé à la trompe et les gens ont attrapé ses pieds pour enlever, pour se débarrasser de lui. Oui, j'étais là, j'ai vu l'éléphant, j'ai bien vu, c'est la première fois qu'on voit l'éléphant là-bas. Première fois. De la sous-préfecture de Tonla, l'animal s'est déporté dans le département de Gagnoa et singulièrement le village de Papoya, avant que l'on ne retrouve ses traces dans la sous-préfecture de Rouagayo, notamment dans le village de Bassekou-Bassi et ensuite à Tiepa, à 3 km de la voie principale Gagnoa-Rouagayo. À Tiepa, les populations ayant appris que l'animal approchait de leur village se sont mobilisées pour l'accueillir comme un trophée. Pour eux, il s'agissait d'un événement historique pour lequel tous se sont attroupés comme s'ils attendaient une illustre personnalité. Il y a un jeune frère du nom de Loko Pirado qui nous a informé qu'il y a un éléphant qui vient vers nous. Donc, automatiquement, la population s'est mise en branle pour se mettre au bord de la route, comme si on attendait un président. Nous tous on était contents parce que c'est une première fois. Donc tout le monde était content, on a vu l'éléphant. On l'a escorté jusqu'à sur la route entre Baïkou et mon village, Kokozo Tiepa. Mon mari est sorti, il est revenu, il m'a dit il a vu l'éléphant dans le village voisin. Moi, je n'ai pas cru à ça. Donc, je suis sortie pour aller chercher quelque chose. Les gens comme ça criaient l'éléphant. Donc, j'ai passé comme ça. Je suis partie, je ne l'ai pas vu. Donc, je revenais à la maison. J'ai recrié encore que voilà l'éléphant. Je suis partie, je l'ai vu, je l'ai touché. J'ai fait selfie avec lui, tout ça là. Il était gros en forme. On était là, Léon commençait à crier, l'éléphant est parti. Moi, en fait, moi, je suis pas vite arrivé là-bas. Lorsque je partais, il était un peu derrière devant. Moi, comme il y avait l'enfant sur le dos, il était en train de préparer, l'enfant avait peur. Moi, je me suis retourné. Et puis d'autres ont continué pour aller au goudron. C'est pas même l'éléphant. Parce que l'autre là, je l'ai vu, il était à peu près marqué. Il avait son oreille gauche. Il était un peu coupé. Mais pour cette fois-ci là, non, c'est pas le même éléphant. Mais d'où vient cet animal et pourquoi il parcourt les villages de la région?
Constitue-t-il un danger pour la population et quelles sont les mesures idoines à prendre? À toutes ces questions, le chef de cantonnement des eaux et forêts de Gagnoa, commandant Steve Eustache, apporte des précisions. Sa provenance, nous saurons le dire, mais on sait qu'il vient de la région du Haut-Sassandra. C'est un animal qui n'est pas agressif, parce que dans le Haut-Sassandra, nous avons appris qu'il était avec les populations, donc il est habitué à la présence humaine. Donc il n'est pas agressif pour le moment. Mais ce que nous pouvons prévoir, c'est que c'est un animal. Il peut à chaque moment changer de comportement. C'est pour cela que nous sommes à cette trousse, nous le suivons dans tous ses déplacements et nous sensibilisons la population de ne pas s'approcher parce qu'il est imprévisible. Si le pachyderme, qui est suivi à la trace par des éléments des eaux et forêts, s'est retiré au niveau du fleuve Davo, à la limite des sous-préfectures de Rouagayo et Guibérois, aux dernières nouvelles, depuis le dimanche 27 août, sa dernière position montre qu'il serait en train de sortir de la région du Go pour regagner le Haut-Sassandra, d'où il serait venu, toujours selon les services des eaux et forêts. Pour Dr Bolou Eric, enseignant-chercheur, l'avènement de ces pachydermes est le signe que les services des eaux et forêts font leur travail et que la population des éléphants s'est accrue. À entendre cette nouvelle, moi, c'est une grande fierté pour moi. Voilà, comme je le disais tantôt à un ami, et ça fait un bon moment, on se demandait si la Côte d'Ivoire était toujours la Côte des Ivoires. Parce que nos parents parlaient des éléphants comme si c'était du passé lointain. Donc aujourd'hui, quand on apprend qu'un éléphant est ici, ça veut dire que les éléphants sont en train de revenir. La Côte d'Ivoire devient vraiment la Côte des Ivoires. C'est une fierté. Je pense qu'on doit pouvoir encadrer tout ça. Notons qu'aucun incident majeur n'a été déclaré aux services compétents et que l'extase de voir un éléphant s'est estompée au bénéfice de la campagne électorale. Et cela en attendant un retour éventuel de l'éléphant de Gagnoa, que tous ont surnommé Victoire. On parle maintenant de développement dans la commune de Bouaké. L'ONG Raouda, ou encore l'une des portes du paradis en arabe, continue d'œuvrer pour le bien-être des populations. Elle vient de réhabiliter le château d'eau et la mosquée du village de Manikro. Les populations ont également bénéficié de vivres et non-vivres de la part de l'association bienfaitrice et ses partenaires. Coût total de l'opération, 10 millions de francs CFA. On en parle avec Yeneba Ouattara et Soro Corona. Hors d'usage depuis quelques années, le château d'eau de Manikro, village situé à quelques encablures de Bouaké, est désormais fonctionnel. D'une capacité de 6 000 m3, l'infrastructure hydraulique est réhabilitée par l'ONG Raouda, une organisation humanitaire qui œuvre pour l'épanouissement de la veuve et de l'orphelin. La cérémonie officielle de remise de l'ouvrage est couplée à celle de la mosquée de la localité, réhabilitée également par la dite ONG. Les membres de l'organisation non gouvernementale ont aussi fait don de vivres, non-vivres et des faits vestimentaires aux villageois en partenariat avec une compagnie de transport. Coût total de ces actions sociales, plus de 12 millions de francs CFA. L'eau, c'est source de vie. Je demande à la population de bien utiliser en bon escient et que ça soit vraiment bien gardé afin que tout le monde en bénéficie le plus longtemps possible. Il était important pour nous d'inscrire cette action-là dans nos événements planifiés par mois sur toute l'année. Donc c'est avec en tout cas beaucoup de plaisir aux côtés de l'ONG venir apporter un peu de joie à nos parents de Manikro. Le représentant du COSIN et le chef du village sont reconnaissants à l'ONG bienfaitrice et à son partenaire. Il y a un barrage non loin d'ici. Et bien que l'eau ne soit pas potable, mais les femmes étaient obligées d'aller chercher cette eau-là pour venir faire le ménage. Raison pour laquelle la réhabilitation du château vraiment me va droit au cœur. Le message qu'on veut faire passer à travers ça pour dire à tout le monde on n'a pas besoin d'être de la même ethnie pour qu'on puisse se donner la main et pour qu'on puisse partager l'amour entre nous. Au cours de cette cérémonie, la présidente de l'ONG Raouda est faite princesse du village de Manikro et porte le nom de Rafié Aya. Créée en 2019, l'ONG Raouda mène plusieurs actions, dont la caravane de la charité. Palagadougou, une localité du département de Dabakala, vient d'être raccordée au réseau électrique national. La fin d'une longue attente de 10 années pour ce peuple djimini. Une occasion pour la population de rendre un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Kader Sogodougou. Palagadougou, localité du département de Dabakala, dans la région du Hambol. Le village est connecté officiellement au réseau électrique national.
Ainsi, la lumière est célébrée dans la ferveur. La fin donc d'une longue attente pour ce peuple djimini. Nous parcourions de longues distances pour aller à l'école. Et aujourd'hui, l'école est implantée dans le village. Cela a considérablement réduit le taux d'abandon, d'abord au niveau des enfants, qui ne trouvent plus de difficultés à marcher. Et puis aussi, le taux de réussite a augmenté parce que les enfants sont plus proches des parents, qui très souvent les encouragent à étudier. Et aujourd'hui, avec l'acquisition de la lumière, je crois que les études sont devenues encore plus faciles. Parce que nous, en notre temps, nous avions des lampes tempêtes et parfois on manquait de pétrole, tout ça, c'était un handicap. Parrain de la cérémonie, le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly. Son représentant salue l'initiative du gouvernement qui consiste à doter les villages de plus de 500 âmes d'électricité. Dire à cette population de faire bon usage du courant, de s'abonner pour avoir des compteurs, de faire en sorte que ce courant puisse nous permettre d'engager des activités génératrices de revenus et leur dire de toujours continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara. Et grâce à Dieu, nous allons faire face à toutes les préoccupations de cette brave population. Occasion pour les autorités présentes de féliciter les meilleurs écoliers du village admis à l'entrée en 6e et en classe supérieure. Des kits didactiques ont été offerts par le parrain, le ministre Ali Koulibaly. Dans la région du Guémont, les populations ont célébré l'édition 2023 de la fête de l'excellence. Plusieurs chefs de communauté ont été distingués, mais aussi des fonctionnaires et des responsables de l'administration locale. Pour le préfet de région, il s'agissait de récompenser des actions qui concourent à la paix et à la cohésion sociale dans la région. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Djadji. Diokwe, fonctionnaires et chefs coutumiers sont primés. Ces animateurs de l'administration publique et ces garants des us et coutumes reçoivent des prix pour leur engagement à promouvoir le développement et la paix dans la région du Guémont. Au niveau du Dioko, nous avons pris l'habitude, à chaque fête de l'indépendance, de célébrer un groupe socio-professionnel donné. Et cette année, ce sont les chefs que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Il y a eu le deuil national, on n'a pas pu le faire de façon tout à fait prestigieuse. Donc nous avons essayé de faire cette fête quand même pour les remercier pour l'excellent travail qu'ils font au quotidien de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. C'est vrai, on dit que Dioko a retrouvé la sérénité, la tranquillité, mais ce n'est pas une baguette magique. Hein. C'est parce que les chefs de canton, les chefs de tribus, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, au quotidien font un travail remarquable. Donc il était important de faire reconnaître ce travail-là. Et puis de les encourager parce qu'il y a d'autres défis qui nous attendent. Donc il y a le 2 septembre qui arrive bientôt, il faut les encourager. À l'initiative du préfet de région, cette célébration de l'excellence met un point d'honneur sur les actions des chefs traditionnels. Ces récipiendaires traduisent leur reconnaissance au préfet de région et au président de la République. Je suis très satisfait du geste de notre préfet de région. Il y a très longtemps, quand il a commencé l'renforcement des capacités des chefs, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on est bien assis dans les villages, on fait le travail normalement. C'est comme une école, un maître avec ses élèves. Aujourd'hui, si nous avons eu ces diplômes de prix, parce que là, c'est suivant le travail qu'il nous a donné. Nous recevons ça avec fierté et surtout responsabilité. Parce que tout le monde sait le rôle que les chefs traditionnels coutumiers ont joué dans cette région pour ramener la paix. Nous savons d'où nous venons. Et si le préfet a décidé de dédier cette fête nationale à la chefferie traditionnelle de Diokwe, je crois que c'est à tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui ont dédié cette fête. Et je vous profiter de votre micro pour dire merci. À travers ces distinctions, ces chefs traditionnels sont invités à maintenir un climat apaisé à l'approche des élections locales du 2 septembre prochain. On parle maintenant de la 4e édition du Cacao Festival International qui s'est tenue cette année dans la région du Sud Comoé. À Boisseau, la cérémonie a permis de rendre hommage aux producteurs de cacao et aux acteurs de la filière. Pour le commissaire général, il faut promouvoir la culture du cacao et encourager sa transformation sur place. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. À Boisseau, capitale de la 4e édition du Cacao Festival International, Cacao Festi. Une plateforme pour promouvoir et célébrer les acteurs de la filière café cacao. Elle est aussi une reconnaissance du travail des éléphants de notre économie qui font de la Côte d'Ivoire le premier producteur de cacao au monde.
La localité d'Elima, dans la sous-préfecture d'Adiaké, fut la première localité à abriter une plantation de cacao, un symbole pour les initiateurs du Cacao Festi. Ce festival a reçu le soutien du Conseil Café Cacao, du président du Conseil régional du Sud Comoé, Ijena Aka Awele, du ministre Paulin Danho et du député Aboubakar Sissi. Cacao Festi a été marqué par des prestations artistiques, une visite, des stands d'exposition, un important don de vivres aux producteurs par l'ONG ivoiro-italienne Enfants du Progrès. Djokwe, Agboville et San Pedro furent les précédentes villes d'accueil de cet événement. Le réseau ivoirien pour la promotion de la citoyenneté REPSI rejoint la famille des organisations de la société civile. Son bureau exécutif national a été investi à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il s'engage dès à présent à œuvrer à la formation des populations sur la citoyenneté, les valeurs démocratiques, de cohésion et du vivre ensemble. La cérémonie d'investiture était couplée à une conférence sur le rôle de la société civile dans la construction d'un état de droit démocratique. La famille des organisations de la société civile s'agrandit en Côte d'Ivoire. Le bureau exécutif national du REPSI, réseau ivoirien pour la promotion de la citoyenneté, est officiellement investi à Bouaké, en présence de plusieurs responsables de la société civile. Le REPSI entend apporter un souffle nouveau aux missions assignées aux structures de la société civile à travers des formations. Formations axées sur la citoyenneté, la démocratie, les institutions de la République et les personnes qui les incarnent. Il s'agira pour nous d'implémenter, d'impacter positivement notre communauté à travers des actions concrètes. Donc très bientôt, vous verrez que nous allons investir le terrain à travers des formations, à travers des conférences. Le réseau ivoirien pour la promotion de la citoyenneté n'est pas seul dans son combat. Nous faisons essentiellement l'accompagnement des organisations de la société civile quant à leur création jusqu'à leur fonctionnement. Nous avons jugé vraiment intéressant d'accompagner cette nouvelle organisation qui aborde une thématique assez sensible qu'est l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture est couplée à une conférence sur le thème « Rôle de la société civile dans la construction d'un état de droit démocratique ». La société civile qui existe doit être soutenue à travers des actions, des formations et des relais importants pour que sa mission, celle d'être à équidistance des questions politiques et des questions de pouvoir, soit réglée dans l'intérêt de la société ivoirienne. Le réseau ivoirien pour la promotion de la citoyenneté, créé en avril 2023, intervient dans les domaines de la promotion des valeurs démocratiques, de paix et du vivre ensemble. On referme l'actualité locale avec du sport, du football. Dans la commune de Yopougon, il s'est déroulé la finale du tournoi doté du trophée Adama Diawara. La compétition qui porte le nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassemblé du beau monde. Pour le président de la jeunesse de Mikao, cette compétition avait pour objectif de créer une saine émulation et de favoriser l'esprit de cohésion au sein des jeunes. Un reportage de Frédéric Oulaï, commenté par Sidonie Davila. Au stade du sous-quartier Mikao dans la commune de Yopougon, le tournoi de football doté du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a livré son verdict. 16 équipes en compétition, la finale de ce tournoi a opposé la formation des académiciens en maillot rouge-blanc à l'équipe C'est Dieu. Après une première mi-temps disputée, sans but, l'ouverture du score est intervenue en seconde période en faveur de l'équipe C'est Dieu. La confrontation s'est soldée par un score d'1-0. L'équipe C'est Dieu remporte la compétition. Nous sommes heureux, c'est un tournoi de la cohésion, c'est un tournoi de la fraternité, de l'amour, c'est la jeunesse et c'est la jeunesse qui gagne toujours. Ce tournoi, qui est à sa 4e édition, est placé sous le parrainage du ministre Adama Diawara et a pour objectif d'œuvrer au rassemblement et à la cohésion entre les jeunes du quartier Mikao. Le football d'abord est un facteur de rassemblement. Ici, le football nous a toujours rassemblés et au-delà même du football,
d'autres facteurs. Nous vivons toujours ensemble en symbiose dans les 18 sous-quartiers. À travers son représentant, le parrain s'est réjoui de la confiance que ces jeunes placent en lui. Il les invite au travail. À l'endroit de cette jeunesse, c'est de dire de rester sage, de rester discipliné, studieuse, de rester plein d'initiatives afin que de bénéficier de toutes les opportunités que le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, offre à toute cette jeunesse de la communauté. Le vainqueur de ce tournoi a reçu des jeux de maillot, des bourses d'études pour les nouveaux bacheliers ainsi que des dons en numéraire. Le deuxième a aussi bénéficié de bourses d'études et de jeux de maillot. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Gabon, le gouvernement a rapidement instauré un couvre-feu et coupé Internet samedi soir après la fermeture des bureaux de vote. Une mesure qui a pris rapidement effet au terme d'une journée durant laquelle les Gabonais étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Le principal opposant à Ali Bongo Ondimba, Albert Ondo Ossa, crie à la fraude. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et bonne nuit. Demain à 6h30, vous serez réveillé par Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.